On est le 3 juin 2017 au stade de Cardiff. Ce soir-là, la Juventus dispute sa deuxième finale de LDC en 3 ans. Dans l'effectif, on retrouve des Buffon, Chiellini, Bonucci, Dybala ou Higuain. Sur le banc, c'est Allegri qui dirige tout ça. Et à ce moment-là, le club domine la Serie A. Elle reste sur 9 scudetti d'affilée, vient de terminer un stade flambant neuf et a une équipe ultra bien huilée. La Juve écrase tout en Italie et il ne lui manque qu'une chose, la Ligue des Champions. Ça fait 20 ans qu'elle n'a plus gagné la LDC, mais elle n'a jamais été aussi proche d'y parvenir. Et malgré la défaite 4-1 contre le Real Madrid, tout le monde se dit que la Juve va revenir. Sauf que 9 ans plus tard, la Juve n'est jamais revenue, c'est même pire, elle a disparu. Car aujourd'hui, la vieille dame est larguée en Serie A, se fait éliminer de LDC par le Gala et enchaîne les entraîneurs à tout va. Elle a accumulé presque 1 milliard d'euros de pertes et se retrouve courtisée par des entreprises et des fonds controversés. Mais alors, qui est vraiment responsable de la chute de la Juve? Entre un transfert douteux, une équipe perdue et des scandales qui ont condamné son président, la vieille dame s'est anéantie et aujourd'hui, on va faire l'autopsie. On va analyser les différents suspects et on va répondre à une seule question: qui a tué la Juve? Et pour mener l'enquête, il faut donner un peu de contexte. Et pour ça, il faut remonter en 2006, quand le plus gros scandale du foot italien éclate, le Calciopoli. Des écoutes téléphoniques révèlent que Luciano Moggi, le DG de la Juve, influençait la désignation des arbitres. L'objectif était simple, avoir les officiels les plus abordables, surtout pour les matchs importants. Mais quand toute cette affaire est rendue publique, la sanction est brutale. La Juve perd ses 2 derniers scudetti, se retrouve reléguée en Série B et prend 9 points de pénalité. Moggi, lui, est banni à vie et forcément, les stars se barrent. Ibrahimovic file à l'Inter, Cannavaro au Real Madrid, Thuram et Zambrotta au Barça. La vieille dame perd tout, ou presque. Certains joueurs comme Buffon, Del Piero, Nedved ou Chiellini décident de rester par fidélité ou par honnêteté. Del Piero lâchera d'ailleurs une phrase qui entrera dans l'histoire: un vrai gentleman ne quitte jamais sa dame. Et c'est cette loyauté qui va finir par payer. La Juve remonte en Serie A dès 2007, mais pendant 4 ans, le club galère. Il change 5 fois d'entraîneur, termine 2 fois 7ème et ne gagne plus aucun titre. Les tifosi commencent à perdre patience, l'identité de la Juve semble ternie et le stade se vide petit à petit. Mais justement, ce stade, c'est peut-être ça l'éclaircie. Car en 2009, la direction prend une décision radicale: détruire le vieux Stadio dell'Alpi. Une enceinte assez froide de 69 000 places où les tribunes étaient à moitié vides, le terrain loin des tribunes et qui avait une piste d'athlée en plein milieu. Le nouveau projet, baptisé Juventus Stadium, est un stade privé de plus de 40 000 places, plus petit certes, mais beaucoup mieux agencé et surtout qui permet de générer beaucoup plus de revenus. Alors, avec un nouveau stade et de nouvelles ambitions, il ne manque plus qu'un élément pour bien démarrer la saison: un coach en mission. Et le 31 mai 2011, la Juve va l'introniser. C'est Antonio Conte. L'ancien milieu de terrain du club est de retour à la maison et il va tout transformer. Il ramène Pirlo et Vidal au milieu, s'appuie sur la défense Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci et met en place un 3-5-2 ultra solide. Résultat, dès sa première saison, la Juve termine championne et surtout invaincue, puis elle gagne l'année suivante et encore l'année d'après avec 102 points au compteur, du jamais vu en Italie. Ça fait 3 titres d'affilée, la machine est relancée. Alors l'Italien va voir sa direction et leur demande plus d'investissement pour la Ligue des Champions. Bah oui, parce que sur ces 2 dernières participations, la Juve a fait un quart contre le Bayern et une sortie de route en poule. Le coach veut plus de stars, plus de joueurs pour étoffer l'effectif et jouer sur les 2 tableaux. Le problème, c'est que la direction, elle suit pas. Pourquoi dépenser plus alors que l'équipe domine tout le pays? Résultat, en juillet, Conte sort en conférence de presse: on ne va pas dans un restaurant à 100 € avec seulement 10 € en poche. Et part en claquant la porte. La Juve perd donc son architecte, son leader et doit trouver son remplaçant. Mais pour ça, Agnelli va faire un choix qui ne plaît à personne. Il appelle Massimiliano Allegri. L'ancien coach du Milan sort d'une saison pourrie. Il laisse les Rossoneri 11e, l'équipe est en crise et son style de jeu est mauvais. Les tifosi sont furieux, les réseaux sociaux sont en feu, sauf qu'Allegri,
il va fermer toutes les bouches. Il gagne 5 Scudetti consécutifs, ce qui porte la série à 8 d'affilée, et surtout, il emmène la Juve là où Conte a échoué, en finale de LDC. En 2015 à Berlin, contre le Barça de Messi, Neymar, Suarez, Morata égalise, mais la Juve s'incline 3-1. Puis en 2017 à Cardiff, malgré le ciseau retourné de Mandzukic, le Real l'emporte 4-1. En 3 ans, la Juve a fait 2 finales de LDC, mais pour 2 défaites. Pourtant, dans le même temps, elle n'a jamais été aussi forte financièrement. L'Allianz Stadium, qui devait servir de tremplin, a parfaitement rempli son rôle. Il est souvent plein. Les revenus sont passés de 172 millions en 2011 à 562 millions en 2017, et la vente de Pogba à United pour 105 millions symbolise cette gestion dorée. La machine est parfaitement rodée. Mais ces 2 finales perdues, elles vont créer une obsession. L'obsession de gagner la Ligue des Champions. La vieille dame en rêve depuis 20 ans, elle domine et elle a les moyens. Alors cette obsession va mener à la décision la plus folle de l'histoire du club. On est le 10 juillet 2018, la Juve poste une vidéo sur son compte Instagram. Cristiano Ronaldo signe au club pour 117 millions d'euros. Le Real Madrid vient de perdre sa superstar, la vieille dame vient de gagner la sienne. En 24 heures, plus de 500 000 maillots floqués CR7 sont vendus. Le contrat avec Jeep bondit de 17 à 45 millions par an. Celui avec Adidas passe de 23 à 51 millions. Les followers sur les réseaux doublent en 3 ans. Et en bourse, l'action de la Juve grimpe de 40% après l'annonce. Turin est en folie totale. L'objectif est clair, le Portugais arrive pour décrocher la LDC. Et individuellement, il va répondre présent. 101 buts en 134 matchs avec la vieille dame, 81 rien qu'en Serie A, un titre de meilleur buteur du championnat. Le mec était une machine à but avant son arrivée et il a continué avec la Juve. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est qu'avant sa signature, le club avait joué 2 finales de LDC et on le signe pour la gagner. Sauf qu'avec lui, les résultats vont juste empirer. D'abord en 2019, où c'est l'Ajax de De Ligt et De Jong qui passent. Des gamins de 20 ans qui vont leur donner la leçon. Puis l'année suivante, c'est Lyon qui élimine la vieille dame grâce au but à l'extérieur. Et en 2021, on arrive sur la pire élimination. La Juve perd à l'extérieur sur le terrain de Porto. Puis au retour, elle revient dans le match, se retrouve à 11 contre 10 après le rouge de Taremi, mais elle n'arrive toujours pas à passer. Sergio Oliveira met un coup franc à la 115e, 4-4 sur l'ensemble des 2 matchs, la vieille dame est encore éliminée. Et pendant ces 3 saisons de l'ère Ronaldo, c'est pas seulement en LDC que ça déconne, c'est aussi sur le banc. Parce que Agnelli va commencer à vouloir tout changer. Allegri ne reste qu'une saison, gagne une dernière fois le championnat et jette l'éponge. Le mec qui a tout gagné est remplacé par Maurizio Sarri. Et l'idée est pas débile sur le papier. Allegri prône un jeu défensif, mais avec Dybala, Higuaín ou Ronaldo dans l'effectif, tu peux faire beaucoup mieux. Le président Agnelli veut donc passer au Sarri Ball avec un jeu de possession et plus de spectacle. Le problème, c'est que ça ne prend jamais. Bonucci dira lui-même qu'il n'a pas compris la philosophie du coach. La Juve gratte quand même un 9e Scudetto consécutif, mais avec 83 points. C'est le plus faible total de toute la dynastie. Et après l'élimination contre Lyon en LDC, Sarri est dégagé dès le lendemain. Alors, pour remettre de l'ordre dans tout ça, on se dit que le club va nommer un coach de renom, une pointure, un tacticien. Elle nomme Andrea Pirlo. Alors autant en tant que joueur, c'est une légende, autant en tant que coach, il n'a rien prouvé. C'est tellement un novice qu'il venait tout juste de prendre les U23 quelques jours avant. Le résultat est donc prévisible, la Juve termine 4e, se retrouve à 13 points de l'Inter et se fait donc humilier par Porto. La série des 9 titres consécutifs est terminée et Pirlo est viré au bout d'un an. Le même été, Ronaldo s'en va et retourne à Manchester United pour 17 petits millions et si on fait le bilan, il est au mieux mitigé et au pire catastrophique. La Juve a gagné 2 titres de Serie A, une Coupe d'Italie et 2 Supercoupes. Ronaldo lui a terminé les 3 saisons comme meilleur joueur et a enchaîné les buts, mais entre son transfert, son salaire et la perte à la revente, on arrive sur un deal à 272 millions d'euros. Tout ça pour aucun titre en LDC, pas même une demi-finale. Le deal du siècle annoncé s'est surtout transformé en gouffre financier. Bah oui, parce que pour payer un Ronaldo à 31 millions net par an et avec une masse salariale qui a doublé, il faut trouver de l'argent quelque part. Et c'est là qu'Agnelli va trouver une idée de génie, faire des plus-values fictives. Le principe est assez simple, tu échanges un joueur avec un autre club, tu gonfles les valeurs des 2 côtés et hop,
tu as un bénéfice fictif dans tes comptes. L'échange le plus flagrant, c'est l'échange Arthur-Pjanic avec le Barça. Officiellement, Arthur est valorisé à 72 millions et Pjanic à 60. En réalité, aucun des deux ne vaut ça. Cet échange génère à lui seul 43 millions de plus-value fictive. Et il y en a plein d'autres, l'échange Cancelo-Danilo avec City ou des montages avec l'Atalanta, Sassuolo ou Cagliari. Au total, c'est plus de 42 transferts qui sont déclarés suspects pendant ces 3 années. Et le Covid ne va rien arranger. En 2020, la Juve annonce que ses joueurs renoncent à 4 mois de salaire pour économiser 90 millions. Tout le monde se dit c'est beau, c'est généreux, tout le monde est content. Sauf qu'il y avait des accords secrets qui prévoyaient de tout rembourser en douce, et pour une société cotée en bourse, c'est tout simplement des fausses écritures. Mais à ce moment-là, pas grand monde n'est au courant, alors la Juve continue d'avancer. Sans Ronaldo et sans Pirlo, il faut remettre de l'ordre, et pour ça, on rappelle l'ancien, Massimiliano Allegri. Sauf que le Allegri qui revient, c'est plus du tout le même. Il est encore plus défensif qu'avant, n'a pas de projet de jeu et encore moins d'idées. Les médias italiens vont même lui donner un surnom, le Corto Musso. En gros, tu défends pendant 90 minutes, tu essayes de gratter le 1-0 et tu pries pour que ça passe. Et spoiler, ça va pas passer. La Juve termine 4ème en Serie A et se fait humilier en LDC avec une défaite 3-0 à la maison contre Villarreal. L'Italien est donc en pleine galère sur le banc et en coulisses, c'est encore pire parce que l'enquête Prisma sur les plus-values fictives, elle commence à faire mal. Les procureurs de Turin ont mis la main sur tout. Les échanges gonflés, les accords secrets, les fausses écritures. Et en novembre 2022, la Juve va définitivement s'effondrer. Tout le conseil d'administration démissionne en bloc. Que ce soit le CEO, Arriva Bene ou même le représentant Nedved, tous partent en même temps. Mais surtout le président Agnelli, l'homme qui avait sorti la Juve du Calciopoli, construit le stade et bâti la machine des 9 Scudetti, quitte lui aussi le navire. On parle d'un des présidents les plus puissants d'Europe, président de l'ECA, l'association européenne des clubs, un mec qui dîne avec les dirigeants de l'UEFA, qui négocie les formats de compétition et qui défend les intérêts des équipes. Sauf qu'il y a quelques mois, il a déjà trahi ce monde-là, puisque c'est lui qui monte le projet de Super League en secret avec le Real et le Barça. Une ligue fermée entre gros clubs, sans relégation et sans mérite sportif. Le problème, c'est qu'il est aussi pote avec Ceferin, le président de l'UEFA. Tellement pote que Ceferin est le parrain de sa fille. Mais Agnelli s'en fout. La veille, il nie et il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Puis le lendemain, il annonce que la Juve veut officiellement y participer. Ceferin le qualifiera comme étant la plus grande déception de sa vie. Alors certes, le projet s'effondre en 48 heures, mais c'est déjà trop tard. Entre les comptes truqués et la Super League, Agnelli a réussi à se mettre à dos la justice, l'UEFA et une grosse partie du monde du foot. Il part de la vieille dame comme un pestiféré, humilié et conspué. Et derrière, les sanctions vont s'enchaîner. En janvier, la fédé italienne colle 10 points de pénalité. La Juve passe donc de la 2e à la 7e place de Serie A. Puis l'UEFA exclut le club de la Conference League et lui inflige une amende de 20 millions d'euros. Pour la première fois depuis des années, la Juve ne jouera pas l'Europe. Agnelli, lui, prendra 1 an et 8 mois de prison avec sursis, mais le bilan financier de toute cette période est cataclysmique. On parle de quasiment 1 milliard de pertes, une réputation ruinée et une situation sportive compliquée. Car sur le terrain, Allegri essaye de survivre. Sans moyens et avec un effectif restreint, il arrache une 3e place et surtout une Coppa Italia, le seul trophée du club depuis des années. Sauf que lors de cette finale, l'Italien va péter les plombs. Expulsé après avoir arraché sa veste et applaudi l'arbitre, il engueule tout le monde et menace un journaliste. Résultat, 2 jours après, la Juve le vire et ça va être le début d'une longue et lente reconstruction. Cet été-là, c'est Thiago Motta qui arrive. Le mec vient de qualifier Bologne en LDC et surtout, il a le profil parfait. Il est jeune, ambitieux et arrive avec une vraie idée de jeu. La nouvelle direction lui donne même carte blanche sur le mercato. Coupe Miners arrive de l'Atalanta pour 58 millions, Douglas Luiz d'Aston Villa pour 52 et Kefren Turam de Nice pour 20. Au total, c'est plus de 200 millions dépensés et sur le papier, l'équipe a vraiment de la gueule. Sauf que sur le terrain, elle est mi-figue mi-raisin, étant capable d'être solide défensivement mais incapable de gagner. La Juve va faire plus de 16 matchs nuls en Serie A, un record quasi historique et terminé 4ème. Motta, lui, va se prendre un 4-0 contre l'Atalanta, puis un 3-0 contre la Fiorentina qui vont sceller son avenir. Après 265 jours, il est remercié et les 200 millions se sont envolés. Aujourd'hui, la Juve n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Sur les 6 dernières années, elle a enchaîné 6 entraîneurs différents. Elle qui d'habitude était si stable et dominante, elle se retrouve instable et dominée. L'Inter ou le Milan AC, qui était derrière pendant des années, se retrouve à la lutte pour le
titre. Pendant ce temps-là, la vieille dame est 5e avec 15 points de retard. La hiérarchie italienne s'est complètement inversée et en LDC, c'est encore plus compliqué. Elle qui était à 2 doigts de la gagner, elle se retrouve maintenant complètement larguée, éliminée par Galatasaray dès les barrages en essayant tant bien que mal de lutter. Alors, qui a tué la Juve? Eh bien la réponse, c'est que personne ne l'a fait. C'est plutôt une succession de blessures qui l'ont affaibli. Déjà avec Ronaldo qui a déséquilibré les finances, puis Agnelli qui a trafiqué les comptes, et enfin le turnover des entraîneurs. La Juve de 2012 à 2017, celle qui gagnait tout, elle avait été bâtie sur la patience, sur la rigueur, sur des mecs comme Conte, Pirlo, Buffon ou Chiellini qui avaient tous une identité. Et dès que le club a été impatient pour prendre la LDC, il a tout perdu. Les finances, la stabilité, l'identité et même sa crédibilité. Au final, la Juve n'a pas été tuée, elle s'est elle-même empoisonnée. Voilà, c'était une petite vidéo sur la chute de la Juve ces dernières années, j'espère qu'elle vous a plu. Alors pour vous, c'est qui le responsable du déclassement de la vieille dame? J'attends vos avis en commentaire. Sinon pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast, donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et aussi petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.